Selon une étude Statista en 2023, 5,16 milliards de personnes utilisent Internet dans le monde. En France, 82% de la population des 12 ans et plus se connecte chaque jour sur Internet, et parmi elles, 62% s'informent via les réseaux sociaux. Ces nouvelles plateformes deviennent l'épicentre de l'information. Les médias traditionnels s'y sont exportés, et de nouvelles formes médiatiques y sont nées. Sur Google, Twitter ou encore Facebook, les sources d'informations sont infinies. Des milliers d'articles, postés par seconde par des millions de médias, relayés par des milliards d'utilisateurs. Perdu au milieu de cette affluence informationnelle, qu'on appelle aussi infobésité, je me questionne. S'informer, c'est important. C'est même primordial pour développer son esprit critique et sa perception du monde qui nous entoure. Mais comment s'informer au milieu de cet immense espace dans lequel le travail des journalistes professionnels s'oppose aux pratiques amatrices ? Comme le dit notre invité du jour dans son ouvrage La presse sans Gutenberg, Internet est à la hauteur des attentes engendrées. Il est tout à la fois contenu, canal de diffusion, centre d'archives mis à jour en continu et lieu de débat. Nous accueillons aujourd'hui Bruno Patino, président d'Arte. Et là, on a compris, les gens s'informent par Internet. La neutralité n'existe nulle part. L'information, ça repose sur la confiance. On doit maintenant être dans le continu, dans le permanent. Le debunking, ça sert pas à grand-chose. Le pre-bunking, oui. Mais je pense encore que la réalité factuelle existe. Ouais. Bonjour Bruno, merci beaucoup d'être présent sur ce podcast, sur ce premier épisode. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter, me dire ce que tu fais dans la vie et peut-être me raconter pour toi le premier gros scandale de désinformation sur Internet, qu'est-ce que ça a été ? Alors, je m'appelle Bruno Patino, je suis actuellement le président d'Arte, la chaîne de télévision franco-allemande. Je travaille dans les médias depuis fort longtemps. Et j'ai travaillé notamment pendant longtemps au Monde. Je fais partie de l'équipe qui est un peu structurée, lemonde.fr, l'a lancé, donc les débuts de l'Internet, et on va en parler après. Puis ensuite, je suis passé par Télérama, France Culture, France 5, France Télévisions et Arte maintenant. Et puis j'ai écrit pas mal de livres en fait sur le journalisme et Internet, surtout le livre qui s'appelait Une presse sans Gutenberg et qui date d'il y a plus de 20 ans maintenant. Alors le premier scandale de désinformation, c'est bien qu'on en parle parce que ça va paraître complètement antédiluvien. D'accord. C'est-à-dire que je vais te dire que la désinformation sur Internet, elle existe depuis aussi longtemps qu'existe l'information sur Internet. Dans Une presse sans Gutenberg, justement, on écrivait que ce qui avait tout changé, tu vas voir que ça va te paraître préhistorique ce que je vais dire. Il faut bien voir, les équipes Internet à l'époque ont été faites souvent par des gens qui avaient travaillé dans le Minitel. D'accord. Oui. Je vois ton regard, je vois que tu dis, mais attends, est-ce qu'il y avait de l'électricité à l'époque, etc. Mais oui, il faut bien avoir cette conscience-là. Et si j'en parle, c'est parce que je pense que ça a un intérêt. Et la première fois qu'on a compris que les gens s'informaient par Internet, c'était le 11 septembre 2001, quand l'Internet mondial est tombé, parce que les gens étaient en train de consulter Internet pour essayer de savoir ce qui se passait. Le New York Times, CNN, Le Monde. Nous, on a vu, alors, c'est une époque où il n'y a pas de cloud, il n'y a pas tout ça. Donc, on a nos serveurs à domicile, etc. Et les serveurs sont tombés, la bande passante, tout est tombé. D'accord. Et là, on a compris, les gens s'informent par Internet. Et de façon concomitante, quelqu'un qui s'appelait Thierry Messant à l'époque a commencé à développer une idée complotiste et totalement fausse, comme quoi évidemment le 11 septembre 2001 n'était pas le 11 septembre 2001, que ça n'avait pas vraiment eu lieu, et puis en plus que c'est le Mossad, enfin je ne sais quoi. Et donc en même temps, on a vu fleurir le complot et la désinformation sur Internet. C'est logique. Parce que en journalisme, il y a une théorie qui date à peu près du 19e siècle, qui dit que le journalisme, il fait son office, mais il y a deux fonctions qui vont avec, en dehors de raconter des faits vrais de façon indépendante et vérifiée, qu'il y a deux fonctions qui vont avec. La première, c'est qu'il fait l'agenda, comme on dit, c'est-à-dire qu'il aide à déterminer les sujets dont parle la société.
Et la deuxième, c'est du gatekeeping, c'est-à-dire qu'il filtre d'une certaine façon ce qui va être porté à la connaissance du public. Et évidemment, quand Internet arrive, même au tout début d'Internet, même quand c'est un Internet avec le modem, etc., le gatekeeping explose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de garde-barrière. À partir du moment où il n'y a plus de garde-barrière, tout type de message peut exister. Les gens ont déjà ce réflexe de se précipiter sur internet, pour connaître, donc les informations, alors qu'on pourrait penser que, on allumerait plutôt la télé par exemple, pour avoir l'information en continu. Du coup, est-ce que ça a brouillé finalement ces frontières entre la télévision, la radio? Vous en parlez notamment dans Une presse sans Gutenberg de, justement le fait que avant donc la radio avait le son, la télé avait l'image, la presse écrite avait l'écrit. Comment tout ça s'est brouillé, s'est mélangé, Il faut bien voir le choc absolument incroyable que provoque l'arrivée d'Internet. Il y a le choc que vous mentionnez. Donc à un moment donné, bah oui, c'est pas parce que vous êtes le monde que vous pouvez pas faire de la vidéo, du son. Mais on voit bien, aucun média n'est plus propriétaire de son langage. Il peut les avoir tous. Mais il y en a un autre aussi, qui est que ça fait exploser totalement les frontières de l'espace et du temps. C'est-à-dire que je suis à Paris et pourtant je peux avoir accès immédiatement à un article japonais de l'Asahi Shimbun sans attendre 15, 17 jours avant d'y avoir accès. Et puis si vous voulez, ce qui va se passer, c'est une inversion. C'est-à-dire que en fait, le média est à l'époque maître de son calendrier. Donc en gros, quand vous achetez le journal qui a été bouclé la veille à une heure donnée, et puis c'est à vous de vous y conformer, quoi. Voilà. Je me souviens, le 11 septembre, ça a lieu en France en début d'après-midi. Le Monde venait de paraître. Il y a rien dedans et les gens trouvent ça normal. Oui, bien sûr. Okay. Quand vous êtes à la radio malgré tout, vous savez quelle est l'heure du journal, de la matinale ou du flash. Et à la télé, même s'il y a un peu de télé en continu, en réalité, vous attendez aussi. L'Internet va provoquer en fait, et on l'écrit avec Jean-François Fogel dans Une presse sans Gutenberg, un réflexe chez les gens, c'est je veux toute l'actualité au moment de la connexion, au moment où je me connecte. C'est pas à moi de t'attendre, c'est toi qui dois me dire au moment où je me connecte ce qui est en train de se passer. Donc il y a une notion d'immédiateté qui arrive, et donc se crée dans toutes les rédactions du monde quelque chose qui n'existait que dans les agences de presse, c'est-à-dire un news desk, un continuous news desk, c'est-à-dire un desk qui doit traiter l'information en continu. Donc jusqu'ici, les rédactions, elles étaient plutôt spécialisées en thématiques. Et là, tout d'un coup, en dehors de ça, on va se dire, bah non, mais il faut aussi quelqu'un qui puisse écrire de 9h du matin à midi, quelqu'un qui puisse écrire de midi à 15h, etc., etc. Et donc, ça, c'est le premier choc, en fait. C'est-à-dire qu'on s'adresse potentiellement aux gens dans le monde entier. Bon, mais surtout, en fait, on doit maintenant être dans le continu, dans le permanent. Mais finalement, est-ce que cette tendance, elle s'est pas un peu, inversée dans ce que les gens veulent en termes de pratique? Puisque maintenant, par exemple, moi qui suis abonnée au Monde, j'ai, je sais pas 15-20 notifications par jour des articles principaux qui sortent, les flash infos et cetera. Et finalement, maintenant, ce qui marche, ça va être les contenus beaucoup plus concentrés, comme par exemple, je pense à du Hugo Décrypte qui, vous fait l'actu, voilà, en 5, slides, très concentrés, et ça marche très bien. Donc est-ce que tu penses pas que du coup les gens se trouvent un peu perdus dans le fait d'avoir des articles, voilà, constamment sur tout, parfois 5-6 articles par média, par sujet, et qu'ils ne recherchent pas à nouveau finalement le flash info, mais aussi surtout, pouvoir avoir, un point de vue sur un peu toute l'actu de manière rapide comme un journal permettait de le faire au café le matin, Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question. Et je suis pas sûr d'avoir toutes les réponses, mais je peux peut-être donner 2-3 petits points de réflexion. En étant d'accord sur ce que tu viens de mentionner, c'est ce qu'on appelle maintenant depuis 2-3 ans la fatigue informationnelle, c'est-à-dire en gros entre un tiers et la moitié de nos contemporains, pas seulement les plus jeunes, hein, seraient atteints de fatigue informationnelle, c'est-à-dire de dire à un moment il y a trop, quoi, je ne sais plus où donner de la tête. En fait, avec 2 phénomènes. 1, je ne sais plus où donner de la tête. 2, je ne sais plus qui croire. Et de temps en temps se rajoute un 3e phénomène, et en plus, il y a tellement de trucs que je ne sais plus ce qui est important de ce qui ne l'est pas.
Ça, c'est très vrai. Mais si on essaye de tirer le fil, d'où ça vient? Il y a plusieurs points. Il y a d'abord, j'allais dire, la mécanique générale du modèle économique de l'Internet, euh, largement fondée, même s'il y a de l'abonnement ou autre, quand même sur l'économie de l'attention, c'est-à-dire essayer à partir du moment où un utilisateur se connecte quelque part, de l'avoir connecté le plus longtemps possible pour lui vendre de la publicité, de l'abonnement, des services et autres. Et donc cette mécanique générale, elle est évidemment très 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 importante dans la structure des réseaux sociaux. Les algorithmes sont faits pour essayer d'attirer au maximum l'attention des gens, donc effectivement, d'où ce sentiment, ce qu'on peut avoir nous, d'être comme une mine à ciel ouvert, où on nous prend nos données et on nous vole notre temps en permanence et qu'on est de moins en moins maître de notre vie sur Internet, que ce soit pour s'informer, pour se divertir ou pour plein d'autres choses. Donc il y a ce mécanisme-là, et ce mécanisme-là, évidemment, a terriblement touché l'information. Arrive évidemment ce que tu mentionnes, c'est-à-dire les alertes, c'est-à-dire une façon de capter l'attention des gens, c'est de dire coucou, regarde-moi, j'ai un article à te proposer, j'ai une brève à te proposer, il y a un truc qui vient de s'arriver. Pour une petite anecdote, puisque je parle aujourd'hui comme homme préhistorique qui vient de temps très anciens, des débuts du numérique, un truc quelque chose qui peut te faire sourire, c'est que moi je me souviens du moment où pour la première fois, il n'y avait pas de smartphone encore, donc d'internet sur le téléphone. Il y avait des technologies bizarres qui s'appelaient le WAP, des technologies qui s'appelaient l'e-mode. Donc on essayait, non pas sur un smartphone, mais de mettre un peu d'internet sur le téléphone portable. Mais déjà, il y avait ce qu'on n'appelait pas les SMS à l'époque, mais les textos. Je me souviens la première fois où un, 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 un prestataire vient nous dire « Ah, j'ai trouvé une façon de faire des alertes par texto ». Ce qui n'était pas rien parce que il fallait envoyer des textos à 15 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes, et non pas une seule personne avec laquelle je suis en relation. Et je me souviens très très bien, je mentionne souvent cette anecdote parce qu'elle m'a frappé, qu'il nous dit, voilà, quand il se passera quelque chose comme le 11 septembre, ça nous avait beaucoup marqué, le 11 septembre, pas seulement géopolitiquement, mais aussi dans le métier, quand il se passera quelque chose comme le 11 septembre, vous pourrez alerter vos lecteurs en disant « Deux tours jumelles s'effondrent à New York, attentat à New York, etc. » Mais je me souviens très bien qu'il dit « Nous, on a fait une petite étude auprès d'utilisateurs et ils nous disent « C'est super les alertes, mais pas plus d'une par semaine. » Parce que s'il y a plus d'une alerte par semaine, on va se sentir vraiment envahi. Et ce qu'on prend pour un service va devenir une sorte de servitude. Aujourd'hui, on en reçoit 72 à 100 par jour, pas par semaine. On reçoit des alertes sur tout, y compris des alertes pour dire que finalement, il ne s'est rien passé. Moi, ça me fascine. Des alertes qui me disent le rendez-vous n'a rien donné. Je dis bah ok, donc il ne s'est rien passé. Et donc, on m'alerte pour me dire coucou, il ne se passe rien. Bon, donc, dans ce mécanisme de l'attention, les alertes y participent. Mais je pense qu'il y a un deuxième phénomène important, puisqu'on parle d'information et de journalisme, auquel de temps en temps on ne prête pas assez attention de mon point de vue, c'est que un réseau social, c'est quelque chose où tout voisine avec tout. Tous les types de messages voisinent les uns à côté des autres. Donc c'est un lieu sans contexte, ou si tu veux, un lieu avec tous les contextes, mais tout et rien, c'est pareil. Pour le grand ancien que je suis, quand on me demandait, quand j'étais jeune, ce que c'est que l'information, toute ma génération arrivait à répondre parce que elle répondait par le contexte, en fait. Elle disait, l'information, c'est ce qu'il y a dans le journal. Ou l'information, c'est ce qu'il y a au journal télévisé. Ou l'information, c'est ce qu'il y a au journal radiophonique. Aucun de nous disait l'information, c'est un récit sur le réel, indépendant, vérifié, sur lequel on engage sa responsabilité. Ça, c'est les théoriciens qui font ça. Mais aucun de nous n'aurait été capable de dire ça. Ni même aurait été capable de dire oui, c'est pas une opinion parce que, c'est pas une alerte parce que, etc. Non, c'était juste ce qu'il y a dans le journal, c'est de l'info. Un réseau social aujourd'hui, il n'y a pas de contexte. C'est bien, les gens disent ah je l'ai vu sur Facebook ou je l'ai lu sur X, ou ils disent pas je l'ai lu sur le compte de machin sur X. Donc même si on essaye de donner un peu de contexte, en réalité l'attribution elle est faite plus au réseau qu'à l'émetteur du réseau, et donc en réalité on se retrouve avec un lieu sans contexte. Et donc d'une façon ou d'une autre, tout se mélange. Ce qu'on appelle sur Internet la loi de Poe, du nom de Nathan Poe, c'est pas une vraie loi, c'est juste un truc qui dit, sur Internet, jamais, jamais, jamais on est maître de la façon dont va être reçu son message. C'est-à-dire, moi, je peux poster sur Internet le message qui est une blague,
mais Oui. des gens vont le prendre au sérieux. Et donc, d'une certaine façon, le travail, il est à faire par nous les utilisateurs. Et c'est fatigant ce travail. C'est-à-dire on se dit mais attends, ce truc, c'est sérieux, c'est de l'info, c'est une opinion, c'est de la désinformation, c'est de la manipulation, c'est un complot, c'est une publicité, qui a intérêt à faire ça. Donc en permanence, c'est comme si nous, chacun de nous, hein, on devait travailler en permanence pour essayer de discerner quelle est la nature du message auquel on est. Or l'information, ça repose, c'est évidemment ça repose sur la confiance qu'on lui fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un émetteur dit voilà, factuellement, il s'est passé ça. Et donc, dans le lien qu'il y a entre nous, vous pouvez me faire confiance si je vous dis qu'il s'est passé ça, c'est que j'ai pas d'intérêt matériel à vous le dire, c'est que je l'ai vérifié et que j'engage ma responsabilité sur le fait de vous dire qu'il s'est passé ça. Mm. Après, les opinions arrivent, etc. Mais factuellement. Or là, même si l'émetteur nous dit ça, comme on est dans un lieu sans contexte, le travail, il est à faire par nous. Ce symptôme dont tu parles, c'est de dire, ben, finalement, je recherche le tiers de confiance qui va me donner du temps, donc ne pas trop m'en prendre, et d'une façon ou d'une autre, qui va me permettre de pas trop me mettre au travail pour savoir quelle est la nature du message. Je sais que c'est de l'info, et donc je vais pouvoir réfléchir sur ce qu'il me dit, et non pas pourquoi il me dit, qu'est-ce qu'il me dit, quelle est la nature du message, etc. Et je trouve aussi que, enfin, dans ta réponse, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi cette frontière, je trouve, qui se brouille de plus en plus entre l'individu et le journaliste, le média, puisque non seulement il y a de plus en plus de pratiques amatrices du journalisme sur Internet, qu'on peut choisir de croire ou pas, comme tu le dis, mais je pense notamment aux comptes Twitter qui font des alertes infos en reprenant des médias, etc. Certes, ils reprennent une source journalistique en général fiable, mais en fait, c'est assez rare d'aller jusqu'au moment où on clique sur l'article. On se contente de juste lire l'alerte info, voilà, c'est factuel, telle personnalité est décédée, et on va pas aller lire l'article qui va expliquer, qui va amener de l'information. Et cette frontière, je trouve qu'elle se brouille aussi parce que on voit de plus en plus la population civile qui donne son avis sur les médias, mais du coup en direct sur Internet. Notamment, je vois très souvent dans ma TL sur X des personnes qui corrigent des médias, qui corrigent notamment des titres d'articles qui par exemple vont pas mentionner le nom de la personne ou qui vont avoir une formulation qui peut être un petit peu trompeuse, etc. Et du coup, je trouve ça intéressant cette frontière qui se brouille avec finalement tout le monde se met un peu à faire du journalisme, à apporter sa part de l'info, quoi. Comment moi je vois les choses, qui Mhm. peut être différent. La première, c'est que, et ça aussi encore, ça marque mon grand âge, en 2000, je crois 2 ou 2003, il y a eu cette grande mode du journalisme citoyen. C'est-à-dire que cette idée de désintermédiation totale, hein, qui ferait qu'à un moment donné, chaque citoyen, non pas pourrait être journaliste, ce qui est à mon avis souhaitable, mais serait journaliste à partir du moment où il rend témoignage d'un truc qu'il a vu. Sauf que quand on a défini ce qu'était une information, en réalité, de mon point de vue en tout cas, j'ai encore une définition de l'information comme n'étant pas seulement un récit sur le réel. C'est-à-dire que si moi je vois quelque chose qui se passe dans cette rue, là on est à Issy-les-Moulineaux tous les deux, là dans les locaux d'Arte en ce moment, donc si en bas, quand on descend dans la rue, quelqu'un se fait renverser, si je le poste sur X, je considérerais que c'est un témoignage, que ça n'est pas une information. Alors un témoignage c'est très important, mais que pour que ce soit une information, il faudra d'une certaine façon qu'il y ait eu un processus de transformation du témoignage qui ait eu lieu. C'est-à-dire qu'il faudra d'abord que ça ait été vérifié, que donc sans doute une personne voit d'autres témoignages, regarde par rapport au rapport de police, etc., ce qui s'est passé, que deux, cette personne qui le fera, donc ça prendra du temps, beaucoup de temps, du savoir-faire aussi un peu quand même. Et puis cette personne devra ne pas avoir un intérêt majeur, donc ne devra pas être ni l'assureur, ni le conducteur, ni un familier de la victime. Et troisièmement, engagera sa responsabilité. Et donc ce mécanisme de transformation, il ne peut pas être fait, quand je dis par tous, c'est pas une question de capacité ou autre, je dis juste témoigner, regarder, donner son avis, pour être très clair, ça n'est pas faire de l'information. Maintenant, ce qui a changé, de mon point de vue, c'est qu'en revanche, et moi je m'en félicite plutôt, c'est que, les journalistes et ceux qui font de l'information sont plus du tout en surplomb,
en disant bah voilà, c'est ça, moi je suis dans ma tour d'ivoire, mais de façon croissante en plus, euh, doivent être au milieu de la conversation, doivent expliquer, rendre compte, éclairer, et donc de plus en plus sont dans cette conversation-là parce que le public est effectivement partie prenante dans cette fabrique-là. Et donc ça, oui, je crois que c'est très... Moi, je m'en réjouis d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment quelque chose c'est normal de devoir rendre compte en permanence à ceux qui nous font confiance, hein, qu'on est digne de leur confiance. Et donc oui, je pense qu'effectivement, ce qu'on pourrait appeler un peu de façon pompeuse l'espace informationnel, il s'est terriblement modifié parce que maintenant, on n'est plus protégé par un mécanisme de production où finalement il y avait quelques lettres de lecteurs qui arrivaient quand on était journal ou des coups de téléphone au médiateur quand on est dans un média audiovisuel. Non, maintenant, effectivement, poster un truc sur les réseaux fait bah votre titre, je le trouve mauvais ou je trouve qu'il est biaisé et ça c'est bien parce que je pense que en 2025, il peut pas y avoir de confiance sans rendre compte de la façon dont on a travaillé, etc. Et que ça contribue à l'espace informationnel. Ouais, je suis assez d'accord avec votre réponse. Mais justement, est-ce que cette interaction entre le public et les journalistes, donc parfois en correction, etc., même si ça n'apporte pas de l'information, est-ce que ça n'a pas aussi permis aux gens de se rendre compte que parfois il y avait des biais effectivement et que dans tous les cas, chaque média a sa ligne éditoriale et que un peu ce mythe de la neutralité parfaite journalistique où tout est extrêmement factuel, où il y a aucun biais, ça n'existe pas vraiment. Est-ce que justement ça a pas, dans un sens, perpétré ce mythe de les médias nous mentent, ils cachent des choses, ils choisissent finalement ce qu'est l'information et qu'est-ce qui est important dans l'information, mais ils en disent pas tout puisqu'ils ne peuvent pas tout en dire dans tous les cas. Alors c'est une très 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 bonne question et c'est une très très bonne question qui, je pense, aujourd'hui est dans la tête et occupe tous ceux qui font ce métier, je pense. Donc la réponse, elle est que d'une certaine façon, en work in progress, comme on dit. Donc, la neutralité n'existe nulle part. On sait bien scientifiquement même que l'observateur d'un phénomène modifie le phénomène en lui-même. Et donc forcément, l'observateur est celui qui travaille sur l'information, modifie d'une certaine façon, a un impact sur ça. Mais si on regarde la théorie du journalisme, jamais, moi dans la théorie, des théories qu'on voit, on parle de neutralité. Si on prend un auteur comme Walter Lippmann, qui fait un livre en 1922 qui s'appelle Public Opinion et qui est quand même un peu un des livres fondateurs, j'allais dire, de ce métier, il parle lui-même de stéréotypes. Il dit oui, une rédaction, ça a des stéréotypes. Donc, on pourrait dire des préjugés. En fait, moi je préfère parler de grille de lecture. Donc forcément, une rédaction, un journaliste a une grille de lecture. Et la grille de lecture, elle est jamais neutre. Aucun de nous n'a une grille de lecture neutre sur ce qui l'entoure. C'est impossible. La façon dont on a éduqué, nos propres valeurs, nos propres expériences, notre propre histoire, etc., modifient et structurent notre grille de lecture. L'époque aussi. Moi, j'ai toujours fait une différence entre la neutralité, dont je pense qu'elle n'existe pas, et l'honnêteté. Hein, l'honnêteté qui, là, doit être au cœur de chacune des rédactions, c'est de dire je ne vais jamais cacher des choses, même quand ça va à l'encontre de convictions qui sont les miennes. Je vais pouvoir, comme disent certains, penser contre moi-même. Je vais présenter les choses comme dictées par l'événement et non pas dictées par la façon dont j'ai envie de voir l'événement. C'est compliqué à faire, mais c'est le métier. Mais à l'époque où l'époque est la nôtre, avec effectivement ce doute, voire même de temps en temps plus que ce doute, cette accusation ou cette défiance qui est prononcée, de plus en plus, il est, je pense, mais ça se discute en ce moment, nécessaire de dire d'où on parle. Donc, par exemple, on sait que le New York Times, depuis maintenant quelques mois, peut-être une année, décide de, quand il y a des grands papiers, on peut regarder la fiche signalétique des reporters qui l'ont fait. Il n'en reste pas moins que moi je crois encore, j'espère que la réalité factuelle ça existe. Et que donc, aller, dans ce que je lis parfois dans les réseaux, etc., jusqu'au fait de dire qu'in fine, il n'existe aucun fait qui ne soit pas biaisé ou coloré, non. La façon de le voir, de le percevoir sans doute, mais je pense encore que la réalité factuelle existe, ouais. Ça, je crois. Je pense qu'il est difficile de défendre encore ce métier
sans, sans se dire que la réalité factuelle, elle existe. Oui, t'as introduit la notion d'événement dont je voulais Ouais. qu'on parle, puisque t'en parles dans ton livre La presse sans Gutenberg, où tu dis donc que en 1600, effectivement, ce qui était l'événement, c'était ce qui était imprimé. Aujourd'hui, un événement, ça veut un peu tout et rien dire. Est-ce que Pourquoi ça et veut rien dire? parce que qu'est-ce qu'un événement Bah, finalement? je te pose la Tout question. peut être un événement. C'est Pourquoi? pour moi, ça, un événement, ça dépend surtout de sa perception à soi Ok. de ce qui se passe. Je pense qu'un événement pour moi, dans ma vie, dans ma perception des choses, n'en est peut-être pas un pour quelqu'un à l'autre bout de la planète qui a totalement d'autres préoccupations. Et du coup, finalement, est-ce que les médias continuent à dicter ce qu'est l'événement? Qu'est-ce qui est l'événement? Ou est-ce que il y a tellement d'événements partout et d'événements tout le temps que c'est finalement à nous de choisir qu'est-ce qui est notre événement et qu'est-ce qui nous semble important? Alors, je pense que quand on dit l'événement, c'est ce qui est imprimé, c'était en lointain écho de ce que dit Pierre Nora, c'est-à-dire que quand, quand quelque chose n'est pas connu, d'une certaine façon, d'un point de vue événementiel et historique, il n'existe pas. Je mets des guillemets à ça, Mhm. hein, mais il n'a pas le même influence. Et donc un exemple que moi je m'amuse à donner dans le petit livre pour les jeunes qui s'appelle S'informer à quoi bon, je dis voilà, l'Amérique a été découverte, je déteste ce mot, en plus étant à moitié latino-américain, parce que bon, mais entre guillemets par les Vikings en 986, et elle a été découverte par Colomb en 1492. Et la différence entre les deux, c'est qu'entre les deux, Gutenberg a inventé l'imprimerie et les livres existent. Et dans un moment, il y a un truc qui peut être imprimé et donc qui peut circuler et qui peut être connu de façon différée. Et l'autre non, qui est limité un peu, j'allais dire, à la transmission orale, qui s'étiole très vite Ouais. et qui d'une certaine façon, euh, s'efface Et et qui devient perdurera connu. pas dans le temps de la même Voilà, manière voilà. qu'une preuve Mais en même matérielle, temps, quoi. si on est toujours dans cette notion d'événement, parce que c'est une question aussi assez vertigineuse, hein, il faut bien voir que l'événement tel que nous on le perçoit, et peut-être que c'est en train de changer comme tu as l'air de le, le penser, et sans doute avec raison, c'est que moi je suis toujours marqué par, si on reprend un exemple latino-américain, quand Simón Bolivar meurt, il va falloir 3 mois pour que l'information arrive à Londres, et 6 mois pour qu'elle arrive à Madrid. Donc, pour reprendre ta métaphore, pour les Madrilènes, l'événement a eu lieu 6 mois après Oui, les Vénézuéliens, d'une certaine façon, puisque l'événement, oui, il est arrivé il en dépend de sa décalage. réception. Ouais. Ouais. Or, aujourd'hui, maintenant, on fait un grand saut dans le temps, avant de dire que tout est événement, tout est, entre guillemets, médiatisé. Médiatisé pas forcément par des médias classiques comme Arte, mais tout est sur les réseaux. Tout Mm. ce qui se passe, même ce qui n'existe pas, est sur les réseaux. Et donc on peut avoir l'impression qu'on vit dans un monde, j'allais dire, permanent d'événements, micro-événements, avec en plus, on va revenir sur un autre terme important qui est l'accélération, une accélération telle qu'aucun n'a temps d'imprimer. En réalité, parce qu'on est déjà passé à autre chose dans le cycle des médias aujourd'hui. Donc tout ça est vrai, ce qui veut dire qu'en gros, on a inversé en fait la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'avant, si les médias, au sens large du terme, n'en parlaient pas, l'événement n'existait pas. Maintenant, on leur fait le reproche d'autre chose. Si vous n'en parlez pas, c'est que le truc sans doute existe plus que ce que vous voulez nous dire qu'il existe. Et je vais reprendre un article d'un professeur américain qui s'appelle Tim Wu, qui dit oui, quand on définit le premier amendement, les libertés d'expression, c'est l'important que les gens aient la capacité de s'exprimer. Et toutes les menaces, elles ont lieu sur le fait qu'ils ne puissent à un moment pas s'exprimer. Alors, encore, on est en 2025, c'est extraordinairement important que tout le monde puisse s'exprimer, qu'il n'y ait absolument aucun doute, c'est toujours important. Mais il dit aussi, mais c'est aussi important dans le même état d'esprit, qu'aucun ne soit submergé, quoi. Comment on aborde ce moment-là? Je pense que on est tous en train de se poser la question. Et on voit bien les fils sur lesquels on peut toucher, c'est-à-dire il faut faire en sorte que l'information soit pas marginalisée, il faut qu'on ait des outils de contextualisation, trouver les bons modèles économiques des médias indépendants, tout ça est très important, impliquer les citoyens dedans, on voit bien. Mais
moi, on peut avoir l'impression, mon impression aussi, c'est qu'on change un peu d'époque par rapport à ce qu'on appelait un espace public, et que tout ce qu'on vient de dire là, ça participe à ce changement d'époque, mais qu'on n'arrive pas encore à le définir de façon structurée dans son ensemble. Donc finalement, je me doutais on trouverait pas la réponse sur comment s'informer sur Internet Ah si, correctement. ça on peut trouver. Tu as commencé l'entretien en parlant de désinformation. Et tu vas voir, je tire le fil en fait. C'est-à-dire que quand on fait des études, ou quand on lit, hein, moi je ne les fais pas, mais je les lis, les études sur la désinformation, on s'aperçoit en gros que à peu près tout le monde, enfin tous les gens qui l'étudient très sérieusement, disent en fait le debunking, ça sert pas à grand chose. Le pre-bunking, oui. D'accord. Et c'est quoi le pre-bunking en fait? C'est de dire bah non, en fait, plutôt que de dire vous avez vu passer l'information comme quoi la Terre est plate, vous debunk, etc. Ça sert un peu, mais ça radicalise aussi d'autres gens dans leurs convictions. Le pre-bunking, qui est petit à petit de former les enfants, les jeunes, les adultes, sur le fait de dire on vous donne des outils de discernement. Quand vous êtes face à une information une information, un message qui vous paraît étrange, comment distinguer si c'est une information, une opinion, etc. Comment essayer de voir si vous êtes face à une... Alors c'est beaucoup de boulot. Et pour moi, les médias, justement, classiques ou les nouveaux, sont là à la fois pour donner du contexte, pour donner des outils de discernement, et parce qu'ils expliquent en permanence la démarche qui a été la leur pour arriver à publier quelque chose, hein, et ben, in fine, rassure d'une certaine façon ceux ou celles qui les regardent sur la confiance qu'on peut leur accorder. S'informer sur Internet, c'est bien choisir ses sources de confiance. Et donc, je pense que un média d'information qui rend compte de sa démarche, qui propose du contexte en permanence et qui, est attentif au fait que il faut être économe du temps des gens qui le regardent. Je pense que déjà, si on approche ces trois critères-là, on arrive à pas mal s'informer sur Internet. Ouais, donc beaucoup de transparence qui permet, d'être, «plus sûr» entre guillemets de quand on connaît la démarche, on peut faire «plus confiance» entre guillemets si on trouve que la démarche est bonne et ça m'amène à un sujet annexe, qui est que j'ai l'impression, en tout cas moi personnellement, qu'on a toujours l'impression que l'information c'est compliqué, que ça il y a une forme, je trouve, presque d'élitisation un peu de l'information, comme si, pour être informé, pour s'informer, il fallait avoir, par exemple, un capital culturel, extrêmement, élevé et cetera. Je trouve qu'on a beaucoup ces discours, notamment, en temps d'élection, je trouve, sur, «Oui, mais il vote ce parti parce que, il s'informe pas, il croit à toutes les fake news, et cetera». Est-ce que l'information, c'est vraiment élitisé ou est-ce que c'est juste une perception qu'on en a? Il y a plein de points. Première chose importante, je crois, l'air de rien, tu as utilisé les deux expressions qui sont importantes. Tu as dit s'informer ou être informé. Et je vois quand même que chez nos contemporains, on a une dissociation petit à petit entre les gens qui disent ben, pour m'informer qu'il faut que je fasse un effort, donc j'ai une action à faire. Aller sur le site, écouter, ben, ou ça va finir par m'atteindre. Je le saurai toujours. Donc à toi, le média d'information, ou toi qui veux m'informer, de te débrouiller pour m'atteindre si tu veux que m'informer. C'est pas moi qui vais faire l'effort, c'est toi qui dois aller vers moi. Il y a cette vision fausse que j'entretiens pas, qui est ah bah, les gens qui font la démarche, forcément, ils y mettent plus du leur que les gens qui attendent que ça leur arrive. Moi, je pense que la responsabilité des médias, c'est d'être dans les deux sens. C'est de proposer une offre pour les gens qui viennent chez eux et d'essayer d'aller chez les gens. Après, on force personne à nous recevoir, mais Oui, de bien faire sûr. cette démarche-là et qu'elle doit être aussi sérieusement professionnelle dans un cas comme dans l'autre. Deux, ça nous amènerait loin en sciences politiques, mais je pense que souvent les gens votent en connaissance de cause. Et Je donc suis ça, assez d'accord. moi, c'est une conviction que j'ai. Voilà, je peux en parler, mais je pense qu'il faut jamais sous-estimer le fait que les gens font ce qu'ils veulent faire et que ceux qui nous lisent, que nous regardent, en général, hein, voilà, sont des gens sensés et intelligents. Et donc ils font les choses en connaissance de cause. Mais le troisième point, c'est que quand même l'information, c'est en théorie ce qui permet au public d'exercer son rôle en tant que citoyen. Donc le fait d'être bien informé ou de bien s'informer
permet d'exercer ce rôle en tant que citoyen, mais si on a envie de l'exercer. Et donc, dans la crise actuelle qu'on peut voir, on peut se dire, est-ce que c'est parce que les gens sont mal informés? Alors, il y a un chaos informationnel, il nous faut le régler, mais par ailleurs après aussi, est-ce que tout le monde a envie encore, ou trouve qu'il y a une motivation à être tous ensemble en tant que citoyens? Ça, c'est autre chose aussi. Mais, mais bon, est-ce que l'information est plus élitiste qu'avant? En tout cas, il ne faut pas qu'elle le devienne. Parce que un pays dans lequel on aurait une minorité, informée et une autre qui ne le serait pas, je ne vois pas comment ça peut être un pays gouvernable. Merci d'avoir suivi le premier épisode de Miroir médiatique. Nos autres émissions sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, SoundCloud et YouTube. Dans le prochain épisode, nous recevrons le sociologue Jean-Marie Charon afin de discuter des enjeux de la précarité des journalistes.